Maintenant va commencer une conversation entre cette fameuse Anaïs un peu récalcitrante et ce manuel déterminé. Tout ça dans le chapitre 6. Sous les lataniers, il y avait un semblant de fraîcheur. Un soupir de vent à peine exhalé glissait sur les feuilles, sur un long mur. Murmures froissés et un peu de lumière argentée les lissaient avec un léger frémissement, comme une chevelure dénouée. Sur la route, les paysans les conduisaient à leur rente fatigués. Elle les encourageait de la voix, et l'écho affaibli de leurs cris monotones parvenait jusqu'à Manuel. Il les perdait de vue au gré d'un rideau de paille à ondes, mais elle repassait plus loin. C'était le jour de marché et elle s'en revenait, ayant encore un long trajet devant elle avant le coucher du soleil. À cette distance, il ne pouvait les reconnaître, mais il savait que c'étaient les commères de son propre village, Font-Rouge, de ravines sèches, qui se trouvaient plus loin dans le renfoncement du morne crochu et des habitations des plateaux de Bellevue à Mahoutière et Boucan-Corail. Elles allaient en file presque ininterrompu dans la poussière soulevée, et parfois l'une d'elles courait après sa bête et s'écartait et la rabattait dans le rang, en grand renfort de malédictions et de coups de fouet. Séparée des autres, venait une paysanne montée sur un cheval alezan. Le sang de Manuel bondit vers son cœur avec des pulsions précipitées et brûlantes. Elle s'arrêta, tourna plusieurs fois la tête en arrière et s'engagea dans un sentier de traverse. Elle prend le chemin de la ravine. Elle arriva dans le détour de la butte. Il prêta l'oreille et perçut le bruit des sabots sur les galets. C'était un claquement hésitant qui s'étouffait à un piétinement plus rapide quand le cheval trouvait le sable. Le terrain inclinait ses broussailles rabougries vers la ravine. C'est par là qu'elle passera entre ces bois d'ormes. Je sortirai et elle me verra. Il entendait maintenant le choc et le ricochet sec sur les galets des pierres qui dévalaient la pente. Elle émergea du sentier resserré. Le cheval allongeait le cou et renâclait avec effort. Elle portait une robe d'indienne à fleurs et un grand chapeau de paille retenu par une mentonnière. « Oui, oui, disait-elle, encourageant sa bête du talon. Oh oui! Manuel quitta sa retraite et elle l'aperçut. Elle s'arrêta et d'un mouvement vif des reins sauta en bas de sa monture. L'alezan s'écumait, ses flancs haletaient en voyant qu'Anaïs l'avait poussé à une bonne allure malgré les roches et la montée. Elle le mena par la bride et l'attacha à la fourche d'un arbre. Elle s'avança vers lui, à son pas égal et agile, sa gorge était haute et pleine, et sous le déploiement de sa robe, la noble avancée des jambes déplaçait le dessin évanoui de son jeune corps. Elle fit une révérence devant lui. « Je te salue, Manuel. Je te salue, Anna. » Elle toucha sa main tendue du bout de ses doigts, sous l'ombrage de son chapeau. Un mandras de soie bleue serrait son front. Des anneaux d'argent brillaient sur ses oreilles. « Alors tu es venu. Je suis venu, tu vois, mais je n'aurais pas dû. » Elle baissa la tête et détourna le visage. « Toute la nuit, j'ai lutté. Toute la nuit, j'ai dit non. Mais au matin, je me suis habillé au champ du coq et j'ai été au bourg pour avoir une raison de sortir. » « Et tu as eu une bonne vente au marché? »« Ah, Dieu, non, mon frère. Quelques mesures de maïs, c'est tout. » Elle resta un moment silencieuse, puis... « Manuel, oh, je t'écoute, oui, Yana. Je suis une négresse sérieuse, tu sais. Aucun garçon ne m'a jamais touché. Je suis venu parce que je suis sûr que tu ne seras pas abusant. » Elle s'interrogea elle-même rêveusement. Pourquoi que j'ai confiance en toi? Pourquoi que j'écoute tes paroles? La confiance est presque un mystère. Ça ne s'achète pas et ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas dire « vends-moi pour autant ». C'est comme qui dirait une complicité de cœur à cœur. Ça vient tout naturellement et tout vrai, avec un regard peut-être, et le son de la voix, ça suffit pour savoir la vérité ou la menterie. Un mot québécois. Depuis le premier jour, tu m'entends, Anna. Depuis le premier jour, j'ai vu que tu n'avais pas de fausseté, que tout était clair en toi et propre comme une source, comme la lumière de tes yeux. Ne commence pas avec tes galanteries, ça ne sert à rien, ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, après notre rencontre sur la route, je me disais en moi-même, il n'est pas comme les autres, il a l'air bien sincère, mais quel mot il parle, Jésus, Marie-Joseph, c'est trop savant pour l'entendement d'une malheureuse comme moi. Ne commence pas avec les compliments, ça ne sert à rien, ce n'est pas nécessaire. Ils rirent tous les deux. Le rire d'Anaïs roulait dans sa gorge renversée et ses dents se mouillaient d'une blancheur éclatante. « Tu ris comme la tourterelle, dit Manuel. Et je vais m'envoler comme elle si tu continues tes flatteries. » Son visage noir s'éclairait d'un sourire. « Est-ce que tu ne veux pas t'asseoir? Ici, tu ne saliras pas ta robe. » Elle s'assit à côté de lui, appuyée au tronc d'un latanier, sa robe étalée autour d'elle.
Elle se joignit les mains sur les genoux. La plaine se déroulait devant eux, cernée par les collines. D'ici, ils voyaient l'entremêlement des bayonnes, les cases distribuées dans leurs clairières, les champs abandonnés au ravage de la sécheresse et dans la réverbération de la savane, le mouvement dispersé du bétail. Sur cette désolation planait le vol des corbeaux. Ils reprenaient les mêmes circuits, se penchaient sur les cactus et alertés par on ne sait quoi, écorchaient le silence de leur croissement conscient. Quel est ce grand causé que tu avais à me faire? Et comment, moi, Anaïs, je voudrais bien savoir, je pourrais aider un homme comme toi? Je voudrais bien savoir, je pourrais aider un homme comme toi. Manuel resta un moment sans répondre. Il regardait devant lui avec cette expression tendue et lointaine. Tu vois la couleur de la plaine, dit-il, on dirait de la paille dans la bouche d'un four tout flambant. La récolte a péri, il n'y a plus d'espoir. Comment vivez-vous? Ce serait un miracle si vous viviez, mais c'est mourir que vous mourrez lentement. Et qu'est-ce que vous avez fait contre? Une seule chose, crier vos misères au Loas, offrir des cérémonies pour qu'il fasse tomber la pluie, mais tout ça, c'est des bêtises et des maqueries. Ça ne compte pas, c'est inutile et c'est un gaspillage. Alors, qu'est-ce qui compte, Manuel? Et tu n'as pas peur de respecter les vieux de Guinée? Non, j'ai de la considération pour les coutumes des anciens, mais le sang d'un coq ou d'un cabri ne peut faire virer les saisons, changer la course des nuages et les gonfler d'eau comme les dévessies. L'autre nuit, à ce service de Legba, j'ai dansé et j'ai chanté mon plein contentement. Je suis nègre, pas vrai? Et j'ai pris mon plaisir en tant que nègre véridique. Quand les tambours battent, ça ne répond au creux de l'estomac. Je sens une démangeaison dans mes reins et un courant dans mes jambes. Il faut que j'entre dans la ronde. Mais c'est tout. C'est ton constatation. Depuis tantôt, je dis qu'il y a des mots genre icette ou piastre qui sont des mots québécois, mais au fond, c'est peut-être nous qui utilisons des mots haïtiens. Qu'est-ce qui existait avant, le français d'Haïti ou le français du Québec? C'est possible que ce soit celui d'Haïti et que nos mots, si chers à notre culture, soient en fait de la culture haïtienne qu'on a volée. C'est dans ce pays de Cuba que tu as appris ces idées-là. L'expérience est le bâton des aveugles et j'ai appris ce qui compte. Puisque tu me le demandes, c'est la rébellion et la connaissance que l'homme est le boulanger de la vie. Ah, nous autres, c'est la vie qui nous pétrit. Parce que vous êtes une pâte résignée, voilà ce que vous êtes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas sans rencontre et sans remède devant le malheur? C'est de la fatalité, que veux-tu? Non. Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité. Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf, si la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue? Je dirais merci pour la consolation. Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur? Je dirais merci pour la bénédiction. Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis? Il ferma les yeux. Oui, je les vois. Est-ce que tu vois les bananiers perchés à cause du poids des régimes? Oui. Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs? Oui, oui. Tu vois la richesse? Elle ouvrit les yeux. Tu m'as fait rêver, je vois la pauvreté. C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna? La pluie, mais pas seulement une petite farinade, de grosses pluies persistantes, ou bien l'arrosage, n'est-ce pas? Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi. Suppose Anna, suppose que je découvre l'eau, suppose que je l'emmène dans la plaine. Elle leva sur lui un regard ébloui. Tu ferais cela, Manuel? Elle s'attachait à chacun de ses traits avec une intensité extraordinaire, comme si lentement il lui était révélé, comme si pour la première fois elle le reconnaissait. Elle dit d'une voix assourdie par l'émotion. Oui. Tu le feras. Tu es le nègre qui trouvera l'eau. Tu seras le maître des sources. Tu marcheras dans la rosée. Et au milieu de tes plantes, je sens ta force et ta vérité. Pas moi seulement, Anna. Tous les habitants auront leur part. Tous jouiront de la bienfaisance de l'eau. Elle laissa aller ses bras avec découragement. Aïe, Manuel. Aïe, frère, toute la journée. Ils affilent leurs dents avec des menaces. L'un déteste l'autre. La famille est désaccordée. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui, et ils ont pris 2 cadavres pour drapeau. Il y a du sang sur ces morts, et le sang n'est pas encore sec. Je sais, Anna, mais écoute bien. Ce sera un gros travail de conduire l'eau jusqu'à Fond-Rouge.
Il faudra le concours de tout le monde, et s'il n'y avait pas de réconciliation, ce ne sera pas possible. Je vais te raconter dans le commencement, à Cuba, on était sans défense et sans résistance. Celui-ci se croyait blanc, celui-là était nègre, et il y avait pas mal de mésententes entre nous. On était éparpillés comme du sable, et les patrons marchaient sur ce sable, mais lorsque nous avons reconnu que nous étions tous pareils, lorsque nous nous sommes rassemblés pour la huelga, qu'est-ce que c'est que ce mot, le huelgué? Vous autres, vous êtes plutôt la grève. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Manuel lui montra sa main ouverte. Regarde ce doigt comme c'est maigre. C'est celui-là tout faible. Et cet autre pas plus gaillard que ce malheureux. Pas bien fort non plus. Et ce dernier tout seul, pour son compte. Il serra le poing. Et maintenant, est-ce que c'est assez solide, assez massif, assez ramassé? On dirait que oui. Pas vrai? Eh bien, la grève, c'est ça. Un nom de 1000 voix qui ne font qu'une et qui s'abat sur la table du patron avec le pesant d'une roche. Non, je te dis, non et c'est non. Pas de travail, pas de zafra, pas un brin d'herbe de couper si tu nous paies le juste prix du courage et de la peine de nos bras. Et le patron, qu'est-ce qu'il peut faire, le patron? Appeler la police. C'est ça, parce que les deux, c'est complice comme la peau et la chemise. Et chargez-moi ces brigands. On a fait 100 pages maintenant. Plus que 26. On n'est pas des brigands, on est des travailleurs, des prolétaires. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on reste en rang, têtu sous l'orage. Il y en a qui tombent, mais le reste tient bon malgré la faim, la police, la prison. Et pendant ce temps, la canne attend et pourrit sur pied. La centrale attend avec les dents désœuvrées de ses moulins. Le patron entend avec ses calculs et tout ce qu'il avait escompté pour remplir ses poches à la fin des fins. Il est bien obligé de composer. Alors quoi? Qu'il dit, on ne peut pas causer, sûr qu'on peut causer. C'est qu'on est à gagner la bataille. Et pourquoi? Parce qu'on est soudés en une seule ligne comme les épaules des montagnes, et quand la volonté de l'homme se fait haute et dure comme les montagnes, il n'y a pas de force sur terre ou en enfer pour l'ébranler ou la détruire. Il regardait au loin vers la plaine, vers le ciel dressé comme une falaise de lumière. Tu vois, c'est la plus grande chose au monde que tous les hommes sont frères, qu'ils ont le même poids dans la balance de la misère et de l'injustice. Il dit humblement, et moi, quel est mon rôle? Quand j'aurai déterré l'eau, je te ferai savoir et tu commenceras à parler aux femmes. Les femmes, c'est plus irritable, je ne dis pas non, mais c'est plus sensible aussi porté du côté du cœur. Et il y a des fois, tu sais, le cœur et la raison, c'est du pareil au même. Tu dirais, cousine une telle, tu as appris la nouvelle? Une nouvelle? Il répondra. On répète comme ça, que c'est le garçon de bien-aimé, ce nègre qui s'appelle Manuel, a découvert une source. Mais il dit que c'est tout un tracas de l'emmener dans la plaine, qu'il faudrait faire une cumbite générale et comme on s'est fâché, ce n'est pas possible et la source restera là et elle est sans profit pour personne. Et puis tu mettras le causé sur la pente de la sécheresse, de la misère et comment les enfants faiblissent et tombent malades et que tout de même, il y avait l'arrosage, ça changerait du tout au tout. Et si elle a un semblant de t'écouter, tu diras encore que cette histoire de Dorsica et de Sauveur avait peut-être fait son temps, que l'intérêt des vivants passait avant la vengeance des morts. Tu feras le tour des compères, des commères, des commères. Je viens de comprendre que commère, en fait, c'est compère, mais au féminin. Moi, je sais que c'était commère, genre les commères, les personnes qui racontent de n'importe quoi. Là. Mais non, commère, c'est juste le féminin de compère, en fait. Avec ces paroles. Mais va avec précaution et prudence. Va avec des... C'est dommage, oui. Et si pourtant, peut-être que malgré tout, tu as compris, ma négresse? J'ai compris, je t'obéirai, mon nègre. Si ça prend, les femmes vont rendre leurs hommes sans repos. Les plus récalcitrants vont se fatiguer et les entendre jacasser toute la journée, sans compter la nuit. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça va faire une sonnaille de grelots sans arrêt dans leurs oreilles. De l'eau, de l'eau, de l'eau, jusqu'au moment où leurs yeux verront vraiment l'eau courir dans les jardins. Les plantes pousser toutes seules, alors ils diront « Bon, oui, femme, c'est bien, nous consentons. » De mon côté, je suis responsable de mes habitants. Je leur parlerai comme il faut, et ils accepteront, je suis sûr et certain. Je vois arriver le jour quand les deux parties feront face à face. « Alors, frères, diront les uns, est-ce que nous sommes frères? Oui, nous sommes frères, feront les autres. Sans rancune? Sans rancune. Tout bon. En avant pour le kumbit. Ah, dit-elle avec un sourire émerveillé, comme tu as de la malice. Je n'ai pas d'esprit moi-même, mais je suis rusée aussi. Oui, tu verras.
Toi-même, tu es pleine d'esprit et la preuve, tu vas répondre à cette question. C'est une devinette. Il désigna la plaine de la main tendue. Tu vois ma case? Bueno. Maintenant, suis-moi sur la gauche. Tire une ligne toute droite à partir du morne jusqu'à cet emplacement de la lisière du bois. Bueno. C'est un bel emplacement, non? On pourrait bâtir une case là avec une balustrade, 2 portes et 2 fenêtres. Et peut-être bien un petit perron, non? Les portes, les fenêtres, les balustrades. Je vois ça peinturé en bleu. Ça fait propre le bleu. Ça devient la case si on planterait des lauriers. C'est pas très utile les lauriers. Ça ne donne ni ombrage ni fruit, mais ce ne serait rien que pour le plaisant de l'ornement. Il passa son bras autour de ses épaules et elle frémit. Qui serait la maîtresse de la case? Lâche-moi, dit-elle d'une voix étranglée. J'ai chaud. Qui serait la maîtresse du jardin? Lâche-moi, j'ai froid. Elle se délivra de son étreinte et se leva. Elle avait la tête baissée. Elle ne le regardait pas. Il est temps pour moi de partir. Tu n'as pas répondu à ma question, non. Elle commença à redescendre la pente et il la suivit. Elle détacha la bride du cheval. Tu n'as pas répondu à ma question. On se retourna vers Manuel. Un petit autre truc, tu sais, des fois, je dis négresse, nègre et tout. Les moments où j'hésite avant de le dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est devant moi. Fait que c'est sûr que c'est un peu moyen de dire un nègre, une négresse, ce mot-là, surtout que je n'en suis pas un. Fait que je fais attention. Il se retourne vers Manuel. Une lumière illumina son visage. C'était pas un rayon de soleil couchant, c'était la grande joie. Oh, Manuel. Il tenait embrasser la chaude et profonde douceur de son corps. C'est oui, Yana? C'est oui, chérie. Mais laisse-moi aller, je t'en prie. Il écouta sa prière et elle glissa de ses bras. Alors, adieu, mon maître, dit-elle dans une révérence. Adieu, Anna. D'un élan aisé, elle sauta sur sa monture, une dernière fois. Elle lui sourit, puis, éperonnant le cheval du talon, elle redescendit vers la ravine.